Bonsoir à tous, je me nomme Joël Télessia Soko, je suis secrétaire général du club du cercle Afrique de Sciences Po Alumni, je suis aussi journaliste économique et rédacteur en chef économie et finances au sein du groupe Jeune Afrique. Bienvenue à cette rencontre sur le carrière top du cercle Afrique de Sciences Po Alumni, qui est le premier qui relance un peu notre cycle de conférences pour la nouvelle année scolaire et professionnelle. Le thème de cette rencontre est simple, c'est la question des repas, ce que ça signifie réellement pour ceux qui ont fait l'expérience, ceux qui ont étudié, qui professionnellement se penchent sur le sujet, quelles sont les différentes modalités, les explications, les questions auxquelles il faut trouver des réponses avant, celles auxquelles on trouve des réponses que lorsqu'on a fait le premier pas. Comment ça évolue au cours des dernières années, quels métiers, quels secteurs, quels domaines sont potentiellement concernés. C'est quelque chose qui a fait l'objet de pas mal d'études professionnelles, académiques, etc., mais qui, dans les faits, ne peut être commenté de façon réellement efficace que par celles et ceux qui ont fait l'expérience, qui travaillent déjà dans ce domaine-là et qui peuvent nous faire un retour pratique, des conseils pratiques, des analyses réelles et concrètes de ce que ça signifie. C'est à ça qu'on va consacrer les 80-90 prochaines minutes. Nous aurons une partie un peu moins de 60% du temps qui consistera en échange entre les différents intervenants. Je ne ferai que distribuer la parole. Et le reste du temps sera consacré à vos interventions, vos questions et les réponses de nos panélistes. On fera tout nécessaire pour vous donner la parole et pour entendre vos retours, mais pour des raisons d'efficacité, notez bien vos questions dès maintenant, ou en tout cas au fur et à mesure des échanges. Si par chance, les intervenants ont déjà répondu à la question, ce n'est pas la peine de la poser. Et ensuite, on ira droit au but et on répondra au maximum de questions possibles. Et en écoutant le maximum d'interventions possibles. Je vous présente très rapidement et de façon sommaire les différents intervenants à cette rencontre. Et eux-mêmes se présenteront, et eux se présenteront tout à l'heure un peu plus en détail. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jessica Anor, qui est assistante spéciale du directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine, qui est la nouvelle, disons, la nouvelle forme, la nouvelle formule du NEPAD, avec des pouvoirs qui sont renforcés. Et le NEPAD, c'est un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique qui a été lancé dans les années 2000 et qui maintenant a de nouveaux pouvoirs sous la houlette de son secrétaire général, directeur général, pardon, Ibrahim Mayaki, et Jessica Anor avec nous. On a aussi la chance d'avoir Kéchia Dupro, qui est fondatrice de 14 km ou de 14 km, qui est une plateforme dédiée aux mobilités professionnelles vers l'Afrique. On a aussi la chance d'avoir avec nous M. Stéphane Madou, qui est responsable d'équipe projet énergie au sein de l'Agence française de développement. Bonsoir Jessica, bonsoir Kéchia, bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous. Ok, on va y aller directement et de façon, disons, un peu informelle. Je reprécise quelques chiffres, en fait. C'est très difficile d'avoir des données globales sur la question des repas, mais l'une des intuitions qu'on avait en pensant à ce sujet et qui s'est confirmée un peu par la suite en examinant les données qui existaient, c'était le fait qu'il y avait un phénomène plus ou moins, disons, une évolution dans le temps. Je vérifiais les données tout à l'heure et une étude de l'Institut français d'études démographiques, justement, qui montrait que, après un sondage autour de la diaspora congolaise, RD Congo et sénégalaise en Europe, s'est rendu compte que quelque part, pour la diaspora congolaise, justement, les années en Europe, pour ceux qui sont arrivés avant les années 90, la question du retour sur le pays ne se posait pas de questions, en fait. À peu près 70% de ceux qui étaient arrivés en Europe avant 1990 avaient prévu de rentrer en RDC dans les 10 années après leur arrivée. Ce chiffre est tombé un peu à un peu moins de 30% dans les années 90. Il y a plus ou moins pas de variation ces derniers temps. Aujourd'hui, si je pose la question, basiquement, en fait, la question le sujet des repas ou du retour sur le continent pour les professionnels qui ont commencé leur carrière ou qui ont eu un début d'expérience
professionnel ici en Afrique. Dans vos cas, vous vous êtes rendu compte que vous étiez seul dans votre groupe à faire ce choix-là, ou vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un mouvement un peu plus large qui concernait aussi des gens de vos entourages, en fait? Quelle était votre perception, en fait, du phénomène? Stéphane, tu veux intervenir? Ah, merci, hein, merci Joël. Bah, déjà, j'aimerais dire merci au Cercle Afrique de Sciences Po Alumni de m'avoir invité donc à cette rencontre. Oui, donc pour la question, est-ce que dans mon entourage, j'ai senti que c'était un mouvement guillemets populaire ou est-ce que j'étais un peu tout seul? Après, enfin, il faut quand même dire très clairement que moi, c'est en 2013 que j'ai fait mon retour sur le continent africain, plus précisément en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, dans mon entourage, mes amis commençaient donc à rentrer dans la vie active. Et donc, on n'avait pas forcément. Moi, ça faisait 5 ans déjà. Eux, ça faisait 1 an ou 2. Et donc, j'étais un peu pionnier, plutôt solitaire sur ce créneau-là. Mais actuellement, là, aujourd'hui, enfin, un peu moins de 10 ans, allez, 8 ans après, bah oui, le mouvement s'est amplifié, beaucoup plus d'amis sont rentrés, voilà, et Ok. c'est très Juste, bien. on reste sur Stéphane quelques secondes. En fait, je peux juste en quelques mots rappeler ton parcours professionnel, disons, Oui, depuis la merci. dernière décennie. Donc oui, comme là j'ai indiqué tout à l'heure, en 2013, je suis rentré en Côte d'Ivoire, mais donc après mes études, hein, secondaire au lycée scientifique de Yamoussoukro, j'ai fait les classes prépa et mon école d'ingénieur ici en France. Puis j'ai travaillé 5 ans dans un cabinet d'ingénierie qui bosse notamment en Afrique, mais bon, j'étais pas dans la division, on va être dans la bonne division. Je travaillais pas sur l'Afrique. Et donc après ce cabinet d'ingénierie, je ne sais pas si on peut le citer, non? Bah, on peut, oui. Ok, bah dans ce cas, c'est un cabinet, c'est un cabinet d'ingénierie qui appartient au groupe NJ. Avant, c'était GDF Suez à l'époque, et il s'appelle Tractable Engineering. Et Ok. donc, anciennement Coine Bellier d'ailleurs, la partie française. Et donc voilà, après cette expérience-là, j'ai saisi une opportunité pour aller en Côte d'Ivoire dans une entreprise d'État, la Société des énergies de Côte d'Ivoire, qui est le Régulateur du secteur de l'énergie, l'électricité, même, c'est ça? même pas le régulateur, c'est celui qui détient tout le patrimoine, en fait, Ok. du secteur électrique, en fait. C'est pas encore le régulateur. Et voilà. Et après ça, je suis maintenant à l'AFD. Ça fait 3 ans que je suis responsable d'équipe projet sur les pays que sont la Guinée, l'Éthiopie, Djibouti, le Cap-Vert et la Jordanie. Voilà. Je m'occupe de tous les investissements en énergie dans ces pays-là faits par l'AFD. C'est Voilà. un grand écart quand même. Mais si je note bien, donc, au début de parcours, ici, ensuite, retour à CNRG et retour, en fait, à Après, l'AFD. retour Donc, à Paris et au siège de l'AFD. ok, parfait. Je vais passer la parole à Jessica. Nord, peut-être les deux questions en même temps, en fait. Est-ce que le mouvement repasse quelque chose dont tu as fait l'expérience réellement autour de toi et peut-être enchaîner ensuite sur ton parcours en tant que tel? Ok. Merci beaucoup, Joël, de me passer la parole. Moi, j'ai vu des gens, oui, autour de moi, qui ont fait le saut, qui sont repartis en Afrique à un moment donné de leur carrière, pas forcément de façon permanente. Et clairement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, sans pouvoir mettre le doigt sur quoi. Quand moi, j'étais en France, certains amis, je me souviens d'une amie qui était au Kenya, je me souviens d'une autre en Côte d'Ivoire, et j'avais l'impression que leur qualité de vie s'était améliorée, clairement qu'elles avaient des responsabilités qu'elles n'auraient pas forcément eues en France. J'ai bien vu qu'en termes de carrière, il y avait peut-être quelque chose qui se jouait sur le continent. Mais après, je faisais partie de ces gens qui pensaient qu'il fallait réussir en France avant tout. Enfin, voilà, réussir en France, c'était beaucoup plus significatif que réussir en Afrique. Enfin, on a tous des préjugés et j'en avais beaucoup. Donc, en termes de parcours, si tu veux, enfin, si vous voulez, je suis née en France. J'ai fait toute mon éducation primaire, secondaire, tertiaire en France. Je suis entrée à Sciences Po il y a pas mal d'années. Après une prépa lettres et sciences sociales au lycée La Canale de Sceaux. Donc, j'ai intégré le master affaires publiques
donc parce que j'avais un goût de la chose publique et de la politique, pour être tout à fait honnête. Je me voyais faire carrière en politique en France à cette époque. Et ensuite, j'ai passé l'ENA, j'ai échoué au concours de l'ENA, mais j'ai eu l'opportunité de travailler à l'Assemblée nationale juste après. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est le poste qui m'a ouvert des portes, qui m'a ouvert la porte actuelle, la porte de mon travail sur le continent africain. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, 4 ans pour une députée membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que mon sentiment, étant faisant partie de cette belle institution, c'était qu'on traitait des sujets vraiment très franco-français. Même quand on parle de relations internationales, de sujets internationaux, ça reste d'un point de vue français et d'un point de vue assez limité. Je pense qu'il y a aussi, comment dire, il y a toute une culture qui fait qu'on regarde les choses avec des œillères et c'était pas exactement ma culture. Certains problèmes, on se battait bien sûr pour les droits des citoyens français, mais j'avais l'impression que les vrais problèmes étaient ailleurs. Je voulais vraiment travailler pour des pays que j'estimais en difficulté ou des pays où tout était à faire. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'on a eu, en 2016, quand je travaillais à l'Assemblée nationale, j'ai participé à une mission sur le continent africain. On est allé au Maroc, on est allé en Côte d'Ivoire et au Ghana pour justement rédiger un rapport sur la Côte d'Ivoire, le rebondissement économique de la Côte d'Ivoire après la crise de 2010-2011. Et c'est vrai que je me suis dit que vraiment, là étaient les enjeux. C'était en Afrique que j'aurais bien aimé continuer. Ok, donc c'est noté. Voilà. Parfait. Kesha, je pose la même question sur la réalité ou en tout cas la perception de ce mouvement-là de, j'aime pas le mot repatriation, mais disons restons à repat, qui est un anglicisme, donc on utilisera comme ça, et sur ton parcours professionnel, ce qui t'a mené à travailler et notamment en direction des marchés ou des pays africains. D'accord. Déjà, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée. Alors, par rapport à mon parcours, je vais faire très rapide. J'interagis dans l'écosystème panafricain depuis 4 ans. Donc, je suis la fondatrice de l'initiative 14 km. 14 km, pourquoi? Parce que c'est la plus courte distance entre l'Afrique et l'Europe. Quand j'ai découvert ce chiffre, je me suis dit, tiens, c'est sympa, je savais que j'allais faire un truc autour de l'Afrique et je me suis dit, je l'appellerais 14 km, sans savoir que j'allais vraiment lancer quelque chose pendant le confinement. Donc, c'est autour de la mobilité vers le continent africain. J'ai bossé pour Jeune Afrique, donc j'ai déjà rencontré Joël dans le passé, même si c'était très rapide, et aussi Women in Africa, et à titre associatif aussi pour le Club Efficience il y a quelques années. Pour répondre à la question par rapport à l'engouement du retour vers le continent africain, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Moi, je m'en suis rendu compte notamment au niveau professionnel, parce que, en fait, même lorsque je prospectais, parce que j'avais principalement des missions de commercial, on peut dire les choses comme ça, j'avais pas mal d'entreprises qui me disaient, mais en fait, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui serait prêt à partir vers telle et telle région. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout dans le recrutement, donc j'étais assez abasourdie de voir que les gens me posaient la question. J'avais 25-26 ans, je me disais, mais pourquoi c'est à moi qui pose la question? Et ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne vais pas dire les groupes, mais ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et puis après, d'un point de vue purement personnel, dans mon cadre amical, j'entends très souvent jusqu'à aujourd'hui des gens dire non mais je me donne 4-5 ans et puis après je vais repartir sur le continent, j'ai envie de faire des choses, il faut vraiment aider, etc. Il y a vraiment ce fort rapport au continent qui est très présent et donc forcément ça m'a fait me poser des questions. Je me suis dit mais pourquoi en fait on ne saute pas le pas malgré le fait que maintenant ça fait déjà 5-6 ans qu'on a quitté l'école pour ma part de commerce. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on ne retourne pas tout de suite? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? Moi, on m'a proposé aussi de partir en Côte d'Ivoire. J'ai eu un poste juste avant le confinement et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis prête
à sauter le pas? Est-ce que je suis prête à accepter ce salaire-là? Parce qu'il y avait évidemment des barrières. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a trop de choses. En fait, on en parle, mais est-ce qu'on se sent prêt? Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, je pense qu'il y a un engouement. Il y a aussi le côté identitaire, même au niveau des Antillais, parce que moi, je suis d'origine antillaise. Le côté, il faut que je retourne sur mes racines. Je ne sais pas exactement d'où je viens. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, voilà. Excellent. Bah, ça me permet de rebondir sur la question des raisons. On va peut-être un peu élargir la, euh, la focale tout à l'heure. En fait, il y a un sujet qui est assez intéressant que Jessica a soulevé il y a quelques instants. C'était la volonté d'aller travailler dans des pays où il y a beaucoup de choses à faire. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en France aussi, en fait. Mais comment je ne vais pas qualifierais ça, mais comment est arrivée l'idée que c'était sur le continent qu'il y avait des choses à faire, et premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas? Se dire, OK, il y a des choses à développer sur place, j'irai moi participer à l'effort. Comment ça s'est décidé à ton niveau, en fait, Jessica? Ah, comme je t'ai dit, ça La faisait mission longtemps. Maroc, c'est ça? Pas exactement. Le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ça a été juste. Je pensais déjà, je voulais déjà travailler en Afrique, mais là, je me suis dit vraiment, il faut que je trouve un moyen de rejoindre le continent africain. Ou, si je ne rejoins pas le continent africain, de travailler sur des questions en rapport avec l'Afrique. J'avais ciblé ce continent comme étant le continent d'origine de mes parents, étant d'origine ghanéenne. Et je me disais qu'il fallait un jour, tôt ou tard, que je redonne, que j'aide, que je mette mes compétences au service du continent. Et c'est vrai, c'est le déclic qui s'est fait à l'Assemblée nationale, comme je te disais. Là, on va être, je ne sais pas moi, on va se battre pour augmenter le SMIC, mais il y a déjà un SMIC. Ce n'est pas le cas dans tous les pays africains. Des choses comme ça, mettre en place des systèmes de sécurité sociale, enfin des choses qui, pour moi, existent déjà en France. Bien sûr, elles sont perfectibles, mais ailleurs, elles n'existent pas, ou pas comme ça. Donc, moi, je voyais ça et j'avais l'impression qu'on était sur des questions politiciennes en France et qu'ailleurs, j'aurais beaucoup plus d'impact. La question de l'impact, la question de me dire, je fais quelque chose qui contribue à la terre, comme a dit Kéchi, à la terre de mes ancêtres ou autre, c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup. Donc moi, dans mon parcours, si tu veux, à un moment, j'ai fait part à un ami de ça. Je lui ai dit que je voulais vraiment changer. Je voulais travailler sur des questions de développement, du développement de continent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je lui ai parlé, je me voyais plus faire ça depuis la France. Et cet ami m'a parlé quelques jours après d'une offre pour devenir assistante spéciale du secrétaire exécutif de l'agence du NEPAD. Donc, le NEPAD, c'est le truc j'avais lu des choses sur le NEPAD dans les livres d'histoire, mais je ne savais pas que le NEPAD existait toujours. Et cet ami m'a dit, ça se trouve en Afrique du Sud. Et franchement, pour moi, il était hors de question que j'aille en Afrique du Sud. Tous les pays d'Afrique, sauf l'Afrique du Sud. Vraiment, ce que j'en avais vu. Pour quelle raison, en fait? Mais les préjugés, encore une fois, et ce que les médias français, tout ce que je voyais de l'Afrique du Sud, pour moi, c'était le viol, le sida et le crime. Et j'avais regardé un film, Mon nom est Tsotsi. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, avec une scène de meurtre qui m'avait vraiment choquée. Enfin, je m'étais dit, mais c'est de la violence, du meurtre gratuit, complètement gratuit. Et je pensais que ça reflétait, en fait, le pays. Mais bon, c'était une fiction, c'était autre chose. Il y a beaucoup plus, le pays est beaucoup plus complexe que ce film le montre. Donc, bon, j'étais sceptique sur l'Afrique du Sud, mais déjà, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était le NEPAD, ce qu'était l'organisation, elle existe encore, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Et je me suis rendu compte que ça correspondait exactement à ce que je voulais faire sans même savoir que ça existait. Parce que je parlais de développement en Afrique, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je sentais que mon cœur était là-bas, mais encore une fois, sans savoir à quoi ça correspondait. Donc, j'ai pu postuler au poste d'assistante spéciale. Et c'est vrai que ce qui a été déterminant, ça a été mon expérience à l'Assemblée nationale et une lettre de recommandation de ma députée qui ont vraiment joué en ma faveur. Parce que je pense que mon patron s'est dit, si j'ai en gros l'étoffe, les épaules pour
pour assurer à l'Assemblée nationale française, je peux venir et occuper un poste qui ressemble un peu à un poste de chef de cabinet adjoint dans un ministère français, si on veut. C'est à peu près ça, mon poste. Donc, j'ai bien noté, en fait, il y a la concordance entre une volonté d'être davantage impliqué sur le terrain et en même temps une structure, une opportunité d'emploi qui correspond ou qui permet, après vérification, de répondre à cette volonté-là, si j'ai bien compris. Exactement. Okay. Stéphane, dans ton cas, en fait, est-ce que ce schéma-là est le même ou l'idée était de rentrer en Côte d'Ivoire de toute façon ou comment ça s'est fait pour toi? Bah, en fait, moi, contrairement peut-être à Jessica, moi, en fait, je suis né, j'ai grandi, comme j'ai dit, j'ai fait mes études là-bas jusqu'au bac, en fait. Donc, pour moi, je venais en France faire mes études, mais je repartais, en fait, dans mon esprit. Enfin, je suis arrivé en 2002. Et pour ceux qui savent un peu, en 2002, c'est là que la crise ivoirienne a commencé et qui a eu son achèvement en 2011. Et donc, voilà, c'est une fois arrivé sur le territoire français, vu la crise et ce qui s'y passait, il était un peu compliqué d'envisager, ne serait-ce que pour les parents d'ailleurs, d'envisager le retour, voilà, après les études en France. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, pour moi, voilà, je retournais au pays dans tous les cas. Il n'y avait pas de... Voilà. Je rentrais dans les 30% de ceux que tu as cités tout à l'heure, Joël, dans les années 80, qui venaient et qui repartaient. Moi, dans mon esprit, c'était ça. Bon, après, il y a eu la crise qui a joué en faveur de mon métier ici, hein, voilà, en France. Il y a aussi le fait que le domaine dans lequel j'évoluais au niveau technique, c'est à la fin de mes études, je me suis spécialisé dans un domaine un peu particulier, l'énergie nucléaire, et qui fournit 80% de l'énergie en France. Hein, donc, en gros, voilà, c'est... Et donc, c'était un peu difficile sortant d'école en tant que spécialiste en énergie nucléaire, de travailler aussi en Afrique, quoi. Donc voilà. Ceci étant dit, peut-être ce que j'avais dit, c'est que tout au long de mon parcours, il y a quand même eu un fil directeur qui est toujours d'ailleurs, enfin, faire de l'Afrique le continent des Lumières, on dira ça comme ça. C'est juste une aberration que de voir autant de soleil, autant de ressources hydrauliques, enfin voilà, plein d'autres choses. Et avoir, j'ai noté, en 2018, 600 millions de personnes en Afrique n'avaient pas accès à l'électricité, à peu près la moitié, un peu moins. Les 3 quarts des personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité sont en Afrique. Donc voilà, ça a toujours été un fil directeur comme ça de ma carrière, travailler dans l'énergie et essayer de faire en sorte que l'Afrique puisse voilà, être illuminée sur les cartes qu'on voit. Enfin voilà, il y a des cartes célèbres où on voit l'Afrique dans le noir et tout le reste du monde, enfin pas tous, mais en tout cas les pays développés très, très, très illuminés. Et donc voilà, l'idée pour moi c'était ça. Après mes 5 ans dans le domaine du nucléaire en France, il s'est quand même posé une question. Déjà, pour moi, il fallait rentrer dans tous les cas. Mais là, par contre, je rejoins Jessica où c'est vraiment un besoin viscéral. Enfin, c'est une envie personnelle. Voilà, enfin, c'est limite irrationnel d'ailleurs. On s'est dit, bon, ok, il faut absolument qu'on rentre. Bon, voilà. Et par contre, une occasion s'est présentée, et donc je l'ai saisie. Hein, D'ailleurs, c'est grâce à un think tank dans lequel Joël et moi, nous évoluons à l'époque, et d'ailleurs, nous évoluons toujours. L'Afrique des idées, voilà, je devais organiser une conférence sur l'énergie. Et donc, il a fallu contacter les directeurs généraux des grandes entreprises africaines. J'ai contacté celui de la Côte d'Ivoire qui, voilà, de fil en aiguille, on va dire, m'a débauché, tout simplement. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin viscéral. Et puis, il y avait aussi ce besoin de changer d'orientation. Le nucléaire, c'était, enfin, bon, après, on ne va pas rentrer dans les débats techniques, mais voilà, le nucléaire, c'est bien, je dirais, pour la France en tout cas, on le constate dans les faits. Mais pour l'Afrique, ça paraissait un peu loin. C'était un peu sur du long terme. Et là, je voulais contribuer, apporter ma pierre à l'édifice. Enfin, voilà, maintenant, quand j'avais encore, enfin, quand j'étais encore jeune, on va dire. Et donc, voilà. Donc encore une fois, il y a une concordance entre la volonté et l'opportunité. Ah oui, forcément. Et dans le cas du Kécha, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a eu ces interrogations qui sont arrivées et les opportunités, ou en tout cas les questions dans le domaine de la prospection commerciale qui se succédaient. Et à un moment, on se dit pourquoi pas. Donc, on a bien compris. Mais ce qui est intéressant dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à chaque fois, il y a la volonté et ensuite, à un moment, on y va. Ce qui change tout pour vous, ça a été l'opportunité qui est arrivée. Dans les 2 cas ou 3 cas que j'ai entendu, que vous avez soulevé tout à l'heure, j'ai l'impression que l'opportunité est arrivée un peu par hasard. Il faut compter sur le hasard ou il faut au contraire se mettre à rechercher de façon active et si oui, comment
indifféremment, en fait, selon peut-être Keisha, ensuite Stéphane. Je reprécise la question. Donc, il faut chercher une opportunité ou c'est l'opportunité d'aller travailler sur le continent qui a déterminé le choix de franchir la Méditerranée, en fait. Peut-être Keisha? que je pourrais... Alors, peut-être que je peux répondre. Alors, je n'ai pas fait le processus du retour, mais de ce que j'ai appris de par le forum que j'ai organisé autour de ce sujet-là, c'est que il y a plusieurs techniques ou manières de procéder. Soit on est vraiment en veille par rapport aux opportunités et à ce moment-là, on peut se faire accompagner avec des cabinets de recrutement. Ça peut être aussi des... Oui, voilà, on fait comprendre même à sa société, par exemple aux multinationales, qu'on peut déposer son CV et montrer que voilà, on est très impliqué. Après, ça dépend du domaine, parce que je pense que par exemple pour l'administration publique, ça se passe autrement. Mais ça peut être aussi par souci de la, j'ai envie de dire, de partir à l'aventure. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui partent à l'aventure et qui disent en fait, ça suffit, maintenant j'ai décidé de rentrer, qui ont peut-être un peu de côté et qui vont dire, bah, je me donne 3 4 mois pour trouver un travail et qui partent et qui osent et ça marche en fait. Donc, plusieurs stratégies. Ok. En tout cas, la mienne, comme je vous ai dit, c'est clair que j'étais en veille, mais bon, enfin, c'était pas de la veille active, plus active que ça. Dans ma société qui travaillait avec l'Afrique, j'avais déjà émis le souhait d'y aller. Bon, c'était un peu compliqué parce que bon, ici, on travaille en vase clos quand même, hein, soyons clairs, surtout dans les aspects techniques. Et donc, voilà, là, c'était Mhm. juste une opportunité et j'ai sauté sur l'opportunité, tout simplement. Ok, c'est noté. Jessica, une opportunité également, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est le facteur déterminant. On est d'accord? Oui, oui, mais plus que ça. Parce que j'étais quand même Ok. dans une logique de préparation. J'allais à tous les événements de networking que je pouvais pour en savoir plus sur l'Afrique parce que je me sentais assez démunie en termes de connaissances. Je me souviens aux conférences de la BLC. Je ne sais pas si vous connaissez, mais chaque année, j'en apprenais beaucoup sur le continent, sur les réalités présentes du continent, en dehors des préjugés encore une fois, que je pouvais avoir par manque de connaissances. HEC Afrique aussi faisait des événements networking. Sciences Po également. Euh, vraiment, et je postulais aussi. Je postulais en France sur des questions africaines et en Afrique aussi sur des questions de développement. Donc, j'étais déjà dans cette dynamique-là quand l'opportunité s'est présentée. Donc, vraiment, je recommande toujours aux gens qui veulent retourner sur le continent d'être vraiment, de se projeter en fait sur l'Afrique. Déjà, de se projeter. Et le jour où l'opportunité va venir, ils seront prêts. Parce que le jour où l'opportunité vient, si on n'a pas travaillé sur les questions africaines, si on est vraiment trop, trop loin, même voilà, psychologiquement, intellectuellement, du continent africain, je ne suis pas sûre que ça marche. Voilà. Ok. Bah, dans ce cas, je reviens à Stéphane. On a entendu deux éléments importants. Donc, un, être en veille, mais aussi se préparer intellectuellement et éventuellement sur d'autres domaines. Basiquement, en fait, tu connaissais déjà la Côte d'Ivoire, tu retournes en Côte d'Ivoire, mais tu es parti et tu viens en 2002 au début et la crise est arrivée. Tu retournes en 2013, 2 ans après la fin du conflit politico-militaire, etc. Concrètement, on se dit on rentre, à quoi il faut se préparer, en fait, ou en tout cas, quelles sont les questions à se poser avant de rentrer. On a identifié l'opportunité, Ouais. on est prêt à sauter. Quelles sont les questions à se poser ici? Il y a le salaire, j'imagine, il y a Bah, clairement, les je conditions pense. matérielles, au-delà de la volonté, Ouais. mais voilà, concrètement, on doit se poser quelques questions. Bah, en fait, concrètement, oui, la première question, c'est forcément le salaire, hein. On se pose quand même la question de savoir comment on va vivre, c'est important. Au-delà de ça, il y avait aussi la question de qu'est-ce qu'on va y faire, en fait, en vrai. Parce que concrètement, enfin, on peut être payé à ne rien faire, hein, en fait. On peut être payé à ne rien faire en, en Afrique, en tout cas, bon, comme partout. Mais voilà, on peut être payé à ne rien faire. Donc la question, c'était, dans un premier temps, c'est vrai, le salaire, clairement. Mais après, il faut pas non plus avoir des prétentions françaises, hein. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était une entreprise nationale ivoirienne. Donc j'ai divisé mon salaire par deux. Voilà, tout simplement. Après, j'étais célibataire sans enfant à l'époque. Donc bon, Ah bah oui. justement, j'allais venir sur ça. Donc, diviser son salaire par deux,
est-ce qu'on divise son niveau de vie par deux aussi en Côte d'Ivoire ou Non, il y a une sorte d'inélasticité non, dans non, la non, non. correspondance? En fait, non, ça dépend. Alors, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, ça dépend de comment on veut vivre. C'est vrai qu'on ne doit pas, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est que je n'ai pas vécu d'ailleurs, enfin, comme en fait, je suis ivoirien aussi, j'ai pas vécu comme un expatrié en étant assis à Abidjan, en fait. Donc, voilà, c'est clair que si tu vas faire tes courses au centre commercial plutôt que d'aller au marché, bon, c'est pas, voilà, c'est clair que là, divisé par deux, ça marcherait pas, quoi. Donc voilà, après, c'était vraiment Mm. d'adapter en fait son niveau de vie. Après, je vivais pas comme les Ivoiriens, soyons clairs. Mais voilà, d'adapter son niveau de vie quand même à l'endroit où on est et d'éviter de, voilà, d'avoir les standards européens, quoi, français, tout simplement. Mais, ok, dans ce cas, je reprécise ma question. Le salaire, c'est une chose, mais concrètement, quand tu rentrais à Dijon, en fait, Alors, ta donc quand je sécurité suis sociale, rentré, ton assurance maladie, voilà, c'est c'est payé ça. par Donc là, ouais, j'arrive. Donc là, le premier point, c'était les salaires. Le deuxième point, quand on négocie, c'est aussi tout ce qui est assurance maladie. L'assurance maladie. Alors là, c'était le système vraiment local ivoirien et bon, je le connaissais un peu. Il faut avoir une mutuelle complémentaire, ce qu'on appelle ici une mutuelle complémentaire. Là-bas, il n'y a pas d'assurance, voilà, il y a pas d'assurance maladie, hein. Donc en gros, il te faut une mutuelle tout simplement qui couvre 80 ou entre 80 et 100% de tes frais médicaux parce que c'est très très important les frais médicaux quand même là-bas. Après ça, il y avait, enfin, de manière très basique, je me déplace comment en fait? Ici, on se pose pas la question. Il y a le métro, il y a le bus. Enfin, je me suis pas vraiment posé la question. Voilà, je me déplace comment? Est-ce que c'est pris en charge par la société ou pas? Si c'est pas pris en charge, dans ce cas, voilà, la négociation salariale, on va en Il y avait discuter. un chauffeur à Dijon, c'est ça? Non, même pas. Le pire, c'est que non, j'avais une voiture personnelle, tout simplement. Mais voilà, je vais dire, ce sont des questions à se poser. Ce sont des questions à se poser. Ouais, où est-ce qu'on va habiter? Bon, ça aussi, pareil. Comment est-ce qu'on vit, quoi, tout simplement. Enfin, c'est des questions pratiques, basiques. Mais, ah oui, pour ceux qui ont des enfants, il faut penser aussi à où est-ce qu'on met les enfants et combien ça coûte et qui prend en charge, l'entreprise ou soi-même. Et tout ça, en fait, enfin, ça permet de discuter des termes du contrat, quoi, tout simplement. Mais voilà, maintenant, après, pour la vie au quotidien, je pense qu'il faut juste avoir l'esprit un peu ouvert et éviter de rester sur les stéréotypes ou en tout cas sur les standards français. Ça, franchement, j'insiste parce que sinon, même le salaire en France ne suffira pas, quoi. Si on veut vivre, voilà, si on veut manger du camembert tous les jours, quoi, enfin, voilà, ça marchera pas, quoi, tout simplement. Donc, voilà, il faut s'adapter. C'est pas... Ok, dans ce cas, avant de passer à Jessica et Kesha, mais dans ton cas, tu es rentré, tu étais prêt, j'imagine, à t'adapter aux réalités. Tu es revenu parce que les réalités étaient trop dures ou comment ça s'est fait, en fait? Oui, notamment, elle devenait dure dans la mesure où j'étais tout seul quand je partais. Et là, femme et enfant, bon, tout de suite, c'est plus la même dynamique. On n'est plus voilà, sur les mêmes choses. Après, voilà, pour des raisons personnelles, quoi, tout simplement. Mais sinon, en termes, enfin, le niveau de vie était bon, c'était pas ça la question, hein. Enfin, il était très bon, mais pas d'évolution, un peu difficile. Enfin, il y a l'inflation qui joue, mais pas les salaires, en fait. Ça joue pas sur les salaires là-bas, donc c'est un peu compliqué. Ça... Cette inadéquation entre l'évolution des salaires et de l'inflation, c'est un peu difficile. Donc voilà. Il y a un point que tu mentionnes là, en fait, c'est une chose, c'est de rentrer, une autre chose, c'est de s'adapter ou en tout cas adapter son niveau de vie aux réalités locales. Et une autre chose, une troisième, c'est aussi d'anticiper les perspectives de progression, enfin, au sein En effet, des structures du en effet, continent. C'est aussi, je pense, en important. effet. C'est ça. Parce que, enfin, c'est peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je sais que dans les entreprises en Côte d'Ivoire, je dois peut-être pas le dire, je sais pas qui est connecté ou pas, mais c'est très difficile. Enfin, on n'évolue pas, quoi, tout Mhm. simplement. On n'évolue pas. Enfin, alors, pour être assez pratique, en France, chez Tractebel, j'ai fait 5 ans, j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'études, j'ai fini chef de projet. En Côte Mhm. d'Ivoire, bah, je vous ai pas dit quoi, mais enfin, je suis resté chargé d'études pendant 5 ans, quoi. Une Ok. augmentation de salaire, bon, il n'y en avait pas non plus. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même cette dynamique. En fait, recruter, c'est bien, mais il faut fidéliser. Et là-bas, cette question-là ne se pose pas vraiment. Mais bon, il y a beaucoup d'explications à cela, hein. Pourquoi est-ce qu'ils fidélisent pas ou pourquoi ils sont pas dans la dynamique de fidéliser leurs agents, hein. De toute façon, c'est pas les mêmes contraintes en termes de milieu du travail qu'ici. Donc voilà, là-bas, c'est... Enfin, bref. Donc voilà, Ok, c'est faut y noté. penser. Ok, c'est noté. Euh, question justement, tu évoquais tout à l'heure la préparation, mais aussi, enfin, je parle de ceux qui osent, qui sont seulement en veille active
et qui trouvent les opportunités, est-ce qu'il y a une préparation spécifique à avoir en termes de, je vois psychologiquement, mais quelles sont les questions, je reprends les thèmes évoqués avec Stéphane tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions spécifiques à se poser en disant le salaire c'est bien, ok, c'est important, mais basiquement le salaire, à quel point c'est important dans la décision de retourner sur le continent, selon dans ton expérience, parmi les questions que les professionnels se posent, est-ce que le salaire c'est vraiment le critère déterminant? Bah, je ne crois pas, parce que si on doit juste regarder le salaire en tant que tel, on peut se dire, mais en fait, je vais rester en Occident toute ma vie. Donc, je pense que ce n'est pas l'unique facteur. Il faut aussi regarder la qualité de vie. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu lors du forum autour des mobilités qu'on a organisé la semaine dernière. C'est que les gens disaient, mais en fait, en termes de qualité de vie, ça va de très loin la France. Par exemple, je pense à l'ancien directeur adjoint de Jeune Afrique, Yves Billa, qui est maintenant en Côte d'Ivoire, qui disait franchement, il fait bon vivre en fait, et rien que ça faisait que ça faisait oublier beaucoup de choses en fait. Il disait par contre en termes de on va dire de niveau de vie, qu'il est quasiment au même niveau et qu'il trouvait que la Côte d'Ivoire était très chère. Donc c'est aussi un point à ne pas oublier. Et puis par rapport à la manière même de vivre, pour avoir quand même fait un peu d'expatriation, parce que bon, je ne l'ai pas fait en Afrique, mais je pense que c'est la même logique. Parfois, quand on va dans un pays nouveau, alors quand on vient de ce pays, c'est différent, mais je crois que quand on va dans un autre pays, on vit au départ comme un expat. Même si, par exemple, on prend par exemple un Marocain qui va s'installer en Côte d'Ivoire, au début, il va aller vers ce qu'il connaît. Donc, avant d'aller au marché ou d'aller dans un petit magasin, peut-être pour acheter ses vêtements, comme on pourrait le faire sur Paris, hein, il va se passer du temps, parce qu'au début, on va vers ce qu'on connaît. Donc, on va peut-être aller c'est un peu ridicule, hein, mais on va d'abord aller vers Carrefour, on va d'abord aller au Pullman, ou je sais pas, avant de peut-être oser des restos qui sont un peu moins connus, mais qui sont très sympas, etc. Sauf si on a le goût de l'aventure, là c'est autre chose, ou qu'on est très proche des locaux et qu'on dit, mais en fait, c'est où le coin à aller en ce moment? Au départ, enfin moi je le dis parce que même en mission, quand j'étais à Jeune Afrique, au début, j'allais vraiment sur les choses où il y avait pignon sur rue, et c'est seulement mon deuxième voyage que j'ai commencé à m'aventurer. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que le salaire, mais il y a aussi une adaptation, être prêt à oser des petites choses, peut-être suivre des blogs, des Instagrammeurs, ou aussi se préparer. C'est ce que je disais aussi, Jessica. Si on sait qu'on veut partir, des conférences comme celle-ci, elles sont importantes. Voilà. Pour rebondir sur ce sujet, en fait, la question de la préparation et l'exemple que tu donnais tout à l'heure du professionnel qui était rentré sur le continent et qui parlait de la qualité de vie, est-ce que le niveau professionnel auquel on est ou qu'on a atteint lorsqu'on décide de rentrer sur le continent est aussi un facteur déterminant? Parce que c'est une chose d'arriver avec 5 ans d'expérience comme dans le cas de Stéphane, c'est une chose d'arriver avec 15 ans ou 20 ans d'expérience. Et aussi, on n'a pas les mêmes charges personnelles, familiales, etc. À quel point joue le niveau d'expérience qu'on a au moment où on décide de rentrer sur le continent ou d'être parti? Tu as des données là-dessus, un retour? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a un certain niveau, par exemple, quand on a 5 ans, alors peut-être quand on est junior, je pense que ça n'impacte pas, on va avoir à peu près les mêmes postes, parce que les gens vont nous dire, mais en fait, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Ça m'est arrivé, on m'a dit, oui, bon, en fait, vous avez un profil encore un peu junior. Mais par contre, quand on est manager, par exemple, ici, forcément, la carrière d'école, ça, c'est quelque chose que j'ai vu même lorsque j'étais au sein de l'initiative Women Working for Change, les sites, voilà. Et j'ai vu des carrières décoller. Ici, c'est plus difficile de se faire peut-être un chemin, mais par exemple, sur le continent, si on est bon, si on est sérieux, etc., j'ai vu des carrières où j'ai regardé certains profils de femmes, je me dis, mais en fait, elles étaient juste, entre guillemets, managers ici. Elles sont retournées sur le continent et elles sont passées très vite, manager, directeur, VP, à moins de 40 ans. J'étais assez impressionnée. En fait, tous les ans, elles changeaient de poste et là, je les voyais PDG. Donc, j'ai l'impression que c'est, bon, je ne vais pas dire un Eldorado, mais j'ai l'impression que si on s'y prend bien, il y a encore des opportunités beaucoup plus aisées que en France où on va devoir peut-être plus ramer.
Ok, c'est très intéressant que le point que tu évoques tout à l'heure. Je reviens à Jessica, en fait. Tout à l'heure, en parlant de ton poste en EHPAD, tu évoquais une correspondance éventuelle avec un autre statut ici dans les structures administratives. En décidant d'aller en Afrique du Sud, tu restais au même niveau de responsabilité, tu en as plus, tu en as moins. Comment ça a évolué en fait dans ton cas? En termes de responsabilité, j'en ai plus. En fait, en fait, l'équivalent, je suis le bras droit du secrétaire exécutif de l'agence, donc j'ai une vision à 360 degrés de ce qui s'y passe et le pouvoir, l'autorité déléguée de faire que les choses avancent en faveur de mon patron. Donc les sujets sur lesquels mon patron veut que ça bouge, enfin voilà, j'y vais, je passe un call et les gens s'exécutent entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas en France. On était une petite équipe de 3, on était plus ou moins égaux. Là, je ne vais pas dire que je manage des gens parce que c'est pas exactement ça ma fonction, mais j'ai beaucoup plus de pouvoir, entre guillemets, parenthèse, et quand je dis vraiment ça avec beaucoup de précautions. Mais en termes de carrière, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, oui. Et je ne t'ai pas posé la question, mais en termes de, on ne va pas revenir inlassablement sur les rémunérations, mais en termes, disons, de qualité ou de niveau de vie, l'Afrique du Sud reste un pays développé, c'est le pays le plus industrialisé du continent. Donc, est-ce que le changement il est radical par rapport à la France? Est-ce qu'il y a des sacrifices que tu as dû faire en décidant d'aller travailler au EHPAD en Afrique du Sud, en fait, dans ton cas ou dans les cas que tu as pu observer au sein de la communauté de REPAT en Afrique du Sud? Non, pas vraiment. Je suis à Jobourg et comme tu l'as dit, c'est le pays le plus développé. Moi, je suis arrivée, j'ai halluciné par la qualité des autoroutes. L'autoroute qui m'a amené de l'aéroport à l'hôtel, mais je dis, mais en fait, la route, elle est même plus. J'ai l'impression qu'elle est de meilleure qualité que la route française sur laquelle je conduis. Ça m'a vraiment frappé et je me suis dit, mais les infrastructures ont l'air solides, ont l'air de qualité. Ce à quoi je n'étais pas forcément habituée en ayant voyagé en Afrique de l'Ouest surtout. Donc j'ai découvert déjà une réalité africaine tout à fait différente. Enfin voilà, le sens des Afriques et pas une Afrique. Et dépaysé par rapport aux infrastructures françaises. Non, parce que voilà, il y a tout. Il y a l'eau du robinet qu'on peut boire, l'électricité, bon, des coupures aussi parfois, mais ça va. L'électricité marche, la fibre optique, j'ai la fibre optique à la maison, enfin des choses qui font que je suis bien, j'ai une meilleure qualité de vie que quand j'étais en France parce que j'ai plus les transports en commun. Ici, tout se fait en voiture, c'est vrai. Et en voiture, en fonction de là où on habite, on peut être vraiment tout près du travail, quoi. Et ça, c'est plutôt la norme. Et il n'y a pas ce présentéisme qu'on retrouve en France, c'est-à-dire rester à 20 heures juste parce qu'il faut montrer qu'on travaille. Non. Ici, au contraire, rester tard, c'est pas forcément bien vu. Donc, ça, je trouve que c'est des choses que j'ai gagnées en termes de qualité de vie. Après, là où ça m'a un peu déstabilisé, dépaysé, c'est que les marques françaises dont j'avais l'habitude, je ne les ai pas retrouvées. Il n'y a pas forcément un Auchan, mais il va y avoir Checkers, ShopRite, d'autres magasins que pour le coup, je ne les connaissais pas du tout. Donc, j'ai dû m'adapter, quel type de produit. Ce n'était pas exactement comme en France. Il y a aussi l'anglais. Ce n'est pas exactement la même appellation. Donc, il y a eu tout ça. Il y a eu tout un ajustement à faire au début. Et une fois que je l'ai fait, ça a été vraiment. L'Afrique du Sud, c'est un super pays. Un super pays. Ok. Je pense on arrive quasiment aux questions du public. Moi, j'aurais une dernière question, en fait, sur peut-être commencer par Stéphane. Lorsqu'on rentre d'Occident, en fait, je m'intéresse au regard éventuellement que euh, les professionnels qui sont formés sur le continent, qui sont entrés juste après leurs études et qui ont commencé leur carrière réellement sur le continent, lorsqu'on revient d'Europe avec une expérience et peut-être des responsabilités supplémentaires et plus importantes que ce qu'on aurait pu avoir si on était resté dans le circuit local.
je veux dire ainsi. Est-ce que ce regard-là, il est différent, bienveillant, indifférent? Comment est-ce qu'on est perçu lorsqu'on rentre sur le continent en tant qu'Europat, dans ton expérience? Merci pour la question, hein, mais en fait, j'aimerais juste ajouter deux choses rapides là, sur ce qui a été dit précédemment, sur la progression. Donc, alors, il faut distinguer les entreprises publiques des entreprises privées, très clairement. Les entreprises publiques, c'est sclérosé, ça bouge pas, de manière claire, à moins qu'il y ait des changements politiques. Voilà, ça bouge pas. Ça, franchement, il faut le dire clairement. Après, les entreprises privées, il faut faire aussi attention. Il y a des titres qui peuvent être enflants sans qu'il n'y ait rien dedans. Ça, par contre, ça, par contre, ça existe beaucoup. Après, sur le deuxième point, c'est la responsabilité, les responsabilités qu'on a. C'est vrai qu'en venant de l'étranger avec beaucoup plus, avec des compétences acquises, dans le secteur professionnel ici, très vite, c'est vrai qu'on a des responsabilités. En tout cas, personnellement, moi, quand je suis parti, je travaillais sur les sujets qui m'intéressaient quasiment sur tout, quoi. J'étais aussi bien sur la technique que sur les aspects financiers, les aspects économiques, vraiment discussion avec les partenaires, voilà. Non. Là-dessus, c'est clair que quand tu es bon, et ou en tout cas quand tu travailles plus que plus que la moyenne, ça se ressent. Et tout de suite, tu as des responsabilités un peu plus importantes, ça c'est clair. Pour ta question en ce qui concerne le regard des autres, oui, le regard des autres, il est bienveillant, non. Très clairement. Moi perso, j'ai pas peur de le dire, non. Non, non. Mais après, c'est humain. Et comme je le dis, c'est mieux. La balle est plutôt dans le camp du repat, en fait. Plutôt que dans le. Voilà. Parce que eux, en fait, ils sont sur place. Ça fait combien d'années qu'ils triment, là quand on connaît l'Afrique, des fois, on a les salaires, des fois, on n'en a pas. Heureusement, ça n'a pas été mon cas, mais voilà, il y a beaucoup d'entreprises en Afrique où des fois, on a le salaire, des fois, on n'en a pas. Enfin, bref, les gars, ils galèrent là et le repas, il arrive, affublé de ses grands diplômes ou je sais pas quoi, et hop, voilà, il arrive. Non, non, ça, franchement, c'est humain et ça marche pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut que le repas, lui aussi, fasse un travail sur lui pour s'intégrer dans l'entreprise ou en tout cas dans l'environnement dans lequel il évolue. Donc, oui, le regard, c'est clair qu'à un moment donné, on comprend très vite que tu as des compétences un peu plus élevées ou en tout cas, voilà, de bonnes compétences, on dira. Mais naturellement, non, le regard n'est pas bienveillant du tout. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ok. Je veux juste une dernière question pour Stéphane, ensuite je passe la parole à Jessica et à Kesha. Là, tu es revenu en France et tout. Tu as l'intention, tu parlais tout à l'heure de la notion de transformer l'Afrique en continent des Lumières, si j'ai bien compris. Et cette ambition, elle est toujours là. Et tu as l'intention de la concrétiser en restant en Occident ou il y a l'idée de rentrer un moment, qui c'est en 2040, peut-être en. Ce qui est très bien à l'AFD, c'est qu'on travaille sur l'Afrique. Je vais citer les pays sur lesquels je travaillais tout à l'heure. Il y a 4 sur 5 qui sont en Afrique. Il y a les initiatives justement développées par le NEPAD. Voilà, on travaille dessus et on finance des projets en Afrique. Aujourd'hui, je finance des projets dans beaucoup de. Je finance. Je participe au financement, en tout cas des travaux de financement dans ces projets, dans ces pays-là. Et donc voilà, Après, je vous avouerai que j'ai toujours cette envie et de toute façon, à l'AFD, on a cette occasion, on a cette chance-là de pouvoir retourner en Afrique. Certes, en tant qu'expat, c'est plus les mêmes réalités, mais voilà, j'ai pas renoncé à ma volonté. C'est pas un rêve, c'est à ma volonté d'aller travailler sur le continent et de contribuer sur place au développement du continent. Ok. Kesha, tu évoquais tout à l'heure la question de de s'adapter à peut-être ses habitudes, ses manières de consommer, les lieux vers lesquels on va le plus souvent, etc. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations auxquelles il faut penser lorsqu'on rentre sur le continent ou dont les professionnels que tu connais qui ont fait ce choix-là t'ont parlé? En fait, je rebondirai sur ce qu'a dit Stéphane. Un autre point qui est important de noter, c'est qu'on n'est pas attendu. C'est un peu dur de l'entendre, mais ça, j'ai une DRH qui me l'a dit de manière assez cash lors du forum et lors de la préparation. Elle m'a dit, oh, j'aime bien l'idée de ton forum, mais il faut que tu saches que on n'attend plus le RIPAC, la diaspora. On est très formé en Afrique, donc elle était d'origine sénégalaise et elle me disait sincèrement, moi, entre un RIPAT et un local, je préfère prendre un local qui a bien conscience des réalités du terrain et qui ne va pas me coûter super cher et qui en même temps a les compétences parce que les universités aujourd'hui sont au niveau. Il faut avoir conscience, donc je rebondis dessus.
parce qu'en fait, on a l'impression, parce que nous, on vit un peu dans notre rêve africain, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'intérieur de nous, en quête d'identité, ou je ne sais pas trop quoi, aussi parce que l'Afrique est à la mode, et donc on se dit oui, j'aimerais rentrer, voilà, ça nous fait rêver parce qu'on regarde ça depuis Instagram peut-être, mais en réalité, il faut quand même le dire, on n'est pas si attendu que ça. Et pour avoir bossé, par exemple, mon site a été fait par une agence ivoirienne. Tout le monde me dit, mais il est super bien ton site, qui l'a fait? Et quand j'ai une agence ivoirienne, les gens sont très surpris. Donc c'est pour vous dire, les compétences, on a l'impression que on nous attend. Même moi, j'aurais adoré ouvrir une agence aussi en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, les compétences sont là et voilà, avec beaucoup d'humilité, même si je n'ai pas encore fait le retour, je pense que c'est un travail, si je devais dire quelque chose, c'est y aller avec humilité parce que aujourd'hui, il y a tout en fait, en réalité. Donc, même si on y va pour entreprendre, rester quand même voilà, les pieds sur terre. Voilà. Ok, excellent, c'est bien noté, merci Kesha. Pardon. Jessica, tout à l'heure tu parlais d'adaptation, tu as évoqué le fait que tu se faisais en voiture et enfin, à part le passage du métro à la voiture et des horaires qui sont plus humains, quel autre type d'adaptation auquel les repas devraient penser lorsqu'ils s'installent sur le continent en fait? Il y a quel autre type d'adaptation, d'accommodation auquel il faut se préparer? Ok. Moi, mon cas est un peu, je pense, c'est un peu différent parce que je suis fonctionnaire international pour une institution africaine. Donc, c'est vrai qu'il y a que ça, des repats ou expats, des gens qui sont en Afrique du Sud, mais qui viennent la plupart d'un autre pays africain. Donc, je suis habituée, quand je vois des locaux, c'est des locaux qui sont habitués aux migrants sud-africains. Donc, ils ne me voient pas comme une repat, ils me voient juste comme une Ghanéenne qui vient travailler dans une institution internationale basée dans leur pays. Après, il y a les autres Africains. Et ça, les autres Africains, je pense que le point d'adaptation le plus clé, c'est l'adaptation aux codes sociaux. Il y a le respect des aînés, c'est clé, même si on est dans le milieu de l'entreprise et que je pense que comme on est en Afrique du Sud, on est aussi beaucoup plus libéral que dans d'autres pays africains, mais il y a ce côté, voilà, vraiment respecter les aînés, les appeler monsieur, madame, ce sont des choses qui sont pas forcément dites, mais donc que les gens attendent. Une personne plus âgée attend une certaine forme de déférence vis-à-vis de son âge et vis-à-vis de son poste. Il y a des codes sociaux, il y a une limite entre la vie pro et la vie privée qui est beaucoup plus floue qu'on l'a en France. Par exemple, je sais que si quelqu'un décède dans la famille d'un collègue, on va avoir un mail envoyé à toute l'agence pour que les gens soient au courant et que certaines personnes s'organisent pour aller à la veillée, aux funérailles, voilà, faire quelque chose. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très africain, très culturel et très ancré qu'on n'a pas du tout en France ou qu'on a différemment. Si quelqu'un vous appelle, la personne demande vraiment des nouvelles de votre famille, votre maman, vos enfants et compagnie. Ça se fait beaucoup plus. Ça, c'est normal. Donc, je pense qu'en tant que repat, il faut pas être choqué. Il faut s'adapter dans une certaine mesure jusqu'au point où on n'est plus du tout, on se sent gêné vis-à-vis de ça. Mais dans la mesure du possible, s'adapter à ces codes parce que c'est les codes qui vont faire en sorte que vous serez intégré, qu'on vous percevra comme un Africain et pas comme un Européen déguisé en Africain. En tout cas, voilà. C'est comme ça que je le perçois. Écoute, sur cette image absolument formidable, je pense qu'on va conclure la partie d'intervention directe des intervenants et passer la parole aux participants. Je vais demander juste à Noé Michalon qui est avec nous et qui s'y connaît un peu mieux dans la gestion de cette partie des discussions. Est-ce qu'il y a un protocole, Noé, à suivre en particulier pour faire circuler la parole Oui, je propose. Bonsoir à tous. Je propose que ceux et celles qui veulent poser des questions lèvent la main. Ça va être possible normalement dans l'onglet réactions, lever la main. Et ensuite, Joël, tu peux. N'oubliez pas de baisser la main une fois que vous avez pris la parole. Voilà. Déjà, Mathilda. Je vois les gens qui lèvent la main en fait. Attends, ok. Ok, miséricorde. Il y a 4 écrans, donc je suis. Ok. Je suis légèrement au bas.
je vais passer la parole à Mathilda Moussou, qui a levé la main. Et donc, l'idée, c'est une question rapide ou une remarque rapide pour qu'on puisse faire avancer encore une grosse vingtaine de minutes devant nous. L'idée, c'est de faire passer le maximum de personnes, une trentaine de minutes à peu près. Mathilda, tu veux y aller? Bonjour, déjà je tenais à vous remercier tous les quatre pour vos interventions et la modération. C'était très intéressant et informatif. Ma question portait sur le processus de RIPAT, mais à un niveau plus junior, parce que tous les trois, vous avez mentionné le fait qu'on gagnait en compétences et en expérience professionnelle une fois sur le terrain, mais ça correspond à des profils avec 4-5 ans d'expérience et pas du tout un niveau d'entrée. Donc, je voulais savoir si c'était un processus qui correspondait pour les personnes qui venaient d'avoir un diplôme. Est-ce que le continent et les entreprises et le milieu professionnel sur le continent est capable de nous former pour arriver là où on a envie d'aller, ou est-ce que, voilà, de manière conventionnelle, il faudrait garder la mentalité qu'on veut se former, apprendre le plus qu'on a à apprendre ici pour après occuper des postes un peu plus avec des compétences managériales une fois retourné en Afrique. Donc voilà. Ok, c'est bien noté. Merci Mathilda. Armand, ensuite Arthur. Après ce premier round, je passerai la parole aux intervenants pour un premier round de réponse. On répondra à d'autres questions, etc. Armand. Merci Joël. Bonsoir à tous et à toutes. Premièrement, merci beaucoup pour vos riches interventions, à la fois riches et inspirantes. Moi, ma question, elle est assez philosophique, si on peut dire ainsi. En fait, je me pose, c'est en complément de la question de Joël sur la perception des répats, des expats par les locaux. Quand on sait que, par exemple, il y a des problèmes d'emploi, il y a beaucoup de chômage dans plusieurs de nos pays, et que généralement, en tant que personne issue de la diaspora, en tant que personne qui retourne sur le continent, on jouit de certains privilèges. C'est plus, en fait, tout à l'heure, Stéphane a commencé à parler justement de la perception des locaux, mais j'aimerais vraiment savoir comment le répat arrive à ne pas tomber en fait dans le comportement du prédateur. Je m'explique. Parce qu'en fait, des fois, en tant que répat, comme on jouit d'opportunités, on peut facilement avoir un style de vie qui au final, porte plus préjudice que aide les populations locales. Et même si on est rempli de nos volontés, voilà, de retourner et contribuer à notre manière au développement de nos pays, même si, pour le rappeler, comme disait tout à l'heure Kesha, ils ne nous attendent pas forcément. J'aimerais savoir en fait où on met la limite, comment on sait que notre comportement ne porte pas atteinte en fait aux populations locales et que malgré nos privilèges qu'on jouit, on arrive à voilà, garder un peu, garder les pieds sur terre et ne pas avoir un comportement limite de colon, hein, pour être très honnête. Je ne sais pas si ma question est claire, mais voilà, c'est un peu des questions que je me pose. Merci. C'est juste pour être sûr, en fait, parce qu'il y a deux questions. Est-ce que, pour aller très rapidement, de façon un peu triviale, est-ce qu'on ne se comporte pas en petit occidental lorsqu'on rentre sur le continent? Et l'autre, je parlais d'exploitation. Je ne sais pas si c'est dans les choix qu'on fait en tant qu'entrepreneur, manager, etc. Au profit de... Je n'ai pas très bien compris le deuxième sous-entendu, mais si la première question ou la seule question, c'est comment se comporter sur place de façon à ne pas paraître arrogant et exploitant, c'est ça, c'est ta question, Armand? Ouais, exactement. Sur la base qu'on est des personnes privilégiées, du coup, comment ne pas tomber dans le vice en fait de jouir de nos privilèges à l'encontre des populations locales, dans notre style de vie, dans plein de choses, dans notre style de vie, notre travail, etc. J'ai compris. Parfait. Arthur a disparu. Ok. Je ne sais... Bon, oui, j'étais en mute, désolé. Ok, vas-y. Bonsoir à tout le monde, merci aux intervenants, merci Joël. Merci pour vos retours d'expérience. Moi, j'ai juste une remarque, peut-être que j'aurai un complément d'information. À écouter le retour d'expérience de Jessica et Stéphane, vous venez d'environnements différents, enfin, en termes de, je dirais, civilisation, si on peut dire, anglophone et francophone. Et en observant ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai l'impression que dans le milieu anglophone, on a tendance à mieux accepter
les repats, contrairement au retour d'expérience fait par Stéphane. Est-ce que, du coup, il y a un mode de vie ou un système à mettre en place pour qu'on soit sensiblement aligné entre ces deux cultures, je dirais, anglophones et francophones? Ok, parfait, c'est bien noté, Arthur. Si je Merci. résumais très rapidement, en fait, la première question, celle de Mathilda, c'était est-ce qu'il y a des opportunités réellement pour les juniors qui veulent rentrer, ou alors il faut qu'ils acceptent d'acquérir un début d'expérience significatif ici avant de tenter le retour. Le point d'Aaron tout à l'heure, c'était au-delà de l'humilité éventuellement à observer, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres précautions qu'on doit prendre soi-même dans son comportement professionnel et humain, généralement lorsqu'on est repat, pour ne pas exacerber des difficultés qui existent auparavant? Et le point d'Arthur tout à l'heure, est-ce qu'il y a des différences réellement entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, malgré les divergences qu'il y a derrière ces mots-là, mais est-ce qu'il n'y a pas des différences fondamentales dans la façon dont les repas sont perçus? Je ne sais pas qui peut répondre sur l'ensemble, mais Stéphane, Oui, sur la question du niveau à avoir pour rentrer sur le continent, est-ce qu'en tant que junior, on peut retourner en Afrique juste 1 ou 2 ans après le master, par exemple? C'est un truc qui est possible, que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu en penses? Concrètement, pour être honnête, non, je n'ai pas vu des masses juste après la sortie d'école. Et d'ailleurs, comme Keshia le disait tout à l'heure, ils ne nous attendent pas. Et à la sortie d'école, selon moi, on n'a pas plus de plus-value à leur faire valoir que ça. Donc, il y aurait intérêt. Après, je parle peut-être dans mon domaine de l'ingénierie, où là, on utilise des choses un peu pointues, on dira des logiciels un peu pointus, des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas. Non, à la sortie d'école, ça aurait été une erreur. En tout cas, aujourd'hui, a posteriori, je me dis que ça aurait été une erreur si j'étais resté dans mon idée première de rentrer coûte que coûte juste après ma formation, quoi. Ok. Sur ce point, pour le jeune Stéphane, il y a des opportunités qui existent. Moi, quand j'ai mon diplôme, quand j'ai fait mes études en 2012-13 pour aller rapidement, j'ai eu l'opportunité de rentrer au Sénégal, travailler pour une entreprise dans le conseil au service public. Donc, avant d'être journaliste, j'ai eu l'opportunité de faire un vrai boulot que j'ai abandonné pour faire ce que je fais là. Et j'ai renoncé au dernier moment parce que j'avais l'impression que je commencerais à un niveau qui était peut-être un peu trop, je ne sais pas bas, mais en tout cas, qu'il me faudrait beaucoup plus de temps pour atteindre des responsabilités qui me plairaient ou qui correspondraient davantage à ce que j'avais envie de faire. Ça aurait été plus compliqué en rentrant immédiatement, en fait, sur le continent. C'est ma perception. Je ne sais pas si Keshia a des points là-dessus. En fait, est-ce qu'il y a des profils juniors qui participent aux événements auxquels tu participes et qui sont intéressés par un retour sur le continent? Moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a aussi les VIE, donc les volontariats internationaux en entreprise, et qu'à défaut d'avoir une expérience grandiose, on peut quand même utiliser ce dispositif qui est vraiment destiné à la France, mais qui est très, très prisé, notamment sur le continent, parce qu'aujourd'hui, c'est un des seuls continents encore ouverts à ce dispositif. Il faut avoir moins de 28 ans, donc ça montre quand même qu'il faut être jeune pour pouvoir y participer. C'est entre 6 et 24 mois et qu'il y a plein de VIE ouverts sur le continent africain. Donc, et il y a des très belles boîtes qui le proposent, Business France, Canal+. Chaque année, ils recherchent énormément de jeunes. Donc, peut-être pas partir comme ça, comme si on avait 5 ans d'expérience ou 10. Par contre, quand on est jeune, le VIE ou le VIA, ou encore, je ne sais plus les autres termes qu'il y a, mais il y a pas mal de dispositifs, donc n'hésitez pas à regarder je ne vais pas faire trop de pub, mais sur Business France ou VIE, je ne sais plus, allez sur leur site, vous allez trouver. Excusez-moi, sur ce point du VIE, je pense qu'il faut préciser que ça ne concerne que les Français, non ou pas? Absolument. Tout ce que je disais, c'est vraiment dédié à la D'accord. France. Je signale aussi qu'il y a pas mal de structures sur le continent qui ont aussi des programmes pour les jeunes professionnels d'Africains qui veulent rentrer. Et parfois, c'est juste 2 ans d'expérience ou des jeunes diplômés. Je sais que la Banque africaine de développement le fait, mais c'est pour des gens qui ont quelques années d'expérience, peut-être 1 ou 2 ou au-delà. Mais il faut aussi garder en tête ces options-là. Il y a pas d'entreprises sur le continent qui aussi ont commencé à développer ce type de programme-là vis-à-vis de la diaspora. Mais il faut se renseigner. C'est ça, je rebondis sur ce qu'Essia a dit. Elle m'a enlevé les mots. Je voulais parler justement de ces questions de volontariat. C'est très bien, c'est une très belle porte d'entrée
sur le continent, le VIE, le VIA. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, Joël, la Banque mondiale, la BAD, ils ont des programmes de Young Fellows, enfin, des programmes de volontaires. Il y a aussi les volontaires de l'Union africaine. Donc, il y a toujours moyen, donc, soit en ayant sa nationalité française, en étant sa nationalité africaine, de rentrer par ces intermédiaires-là. Mais sans ça, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, comme je l'ai dit, est un continent où l'âge compte. On ne vous regarde pas de la même façon si vous avez 25 ans ou si vous en avez 35. C'est quelque chose que je trouve très présent. Donc, si on rentre vraiment en tant que stagiaire, donc hors VI et toutes ces initiatives qui sont des initiatives d'excellence, il faut dire ce qui est. Si on rentre comme ça en tant que stagiaire, on risque de mettre très, très longtemps avant d'arriver plus haut dans l'échelle. On rentre en bas et les gens nous perçoivent comme étant le stagiaire de service, la stagiaire de service, très, 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 très longtemps. Donc, vraiment faire attention à la façon dont on rentre dans une entreprise sur le continent, parce que ça joue énormément sur la carrière. Ok, ça me permet de rebondir sur le deuxième sujet, en fait, parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment à l'opposé du stagiaire de service, c'est le risque, car on soulevait tout à l'heure, d'une attitude un peu trop hautaine que la diaspora pourrait avoir en revenant sur le continent. Stéphane, tu évoquais tout à l'heure la question disons, d'un accueil qui peut être assez froid. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est parce que ceux qui rentrent, en général, se prennent un peu pour les benguistes, ou c'est parce que ou c'est dû à autre chose? De toute façon, ceux qui rentrent, ils sont benguistes, ils n'ont pas le choix, Oui. déjà dans un premier temps. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a deux choses sur cette question-là. C'est clair qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, que le repat lui-même fasse un travail sur lui. Et comme d'ailleurs, oui, c'est ça, c'est Jessica qui a explicité cela tout à l'heure. Il faut qu'il puisse, avoir les codes sociaux, voilà, parce que, les vendredis, par exemple, vendredi, c'est levé de corps à Abidjan. Bon, très souvent, on est, on est accompagné, le défunt qui est de la famille d'un collègue, voilà, des choses comme ça. Il faut le prendre tel quel et s'adapter. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus perdre l'exigence que le fait de travailler en France, ou en tout cas d'évoluer dans des milieux un peu plus carrés, nous a apporté, en fait. Et donc, voilà, il faut trouver le juste milieu entre cette humilité, cette nécessité même de s'intégrer, de respecter les codes sociaux, et la nécessité d'être exigeant dans son boulot, d'exiger aussi de ses collaborateurs d'être professionnels. Voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, quasiment au quotidien, quoi. Donc, voilà, à midi, est-ce que oui, on va prendre juste un sandwich pour manger là, rapidement sur le pouce, rapidement, ou aller s'asseoir avec les collègues pour manger, et là, ça prend 1 heure ou 2, voilà, il faut trouver quasiment au quotidien. Et c'est quoi la meilleure option? C'est le sandwich ou le restaurant? Ça dépend de la charge de travail. Okay. Notamment, tu vois. Je veux dire, en fonction de ta charge de travail, tu vas faire ton benguis, tu n'as rien à faire et tu fais ton benguis là, non, voilà, tu vas t'asseoir avec eux pour manger. Par contre, c'est clair que si tu as du boulot, tu leur dis non, les gars, moi je bosse, simplement. Ok, Jessica, Kesha, vous voulez rebondir sur le sujet ou on passe à la troisième question? Jessica, vas-y, Kesha. Ok, super, merci. Je suis assidûment on va dire les aventures de Sandy d'Aben Africa. Je ne sais pas si vous la connaissez sur Instagram. Elle fait le tour de l'Afrique. Ça s'appelle 10 mois, 10 pays. Et chaque mois, elle fait un nouveau pays. Et c'est super, je trouve ça hyper intéressant qu'elle montre, on va dire, l'Afrique qu'on ne nous montre pas. Et en ce moment, elle est au Cameroun. Bon, elle ne l'a pas encore dit, mais bon, je vous le dis. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'elle montre le voyage d'un point de vue, on va dire afrocentré, si je peux dire les choses comme ça. Et c'est assez intéressant parce que parfois, elle explique ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et elle est allée dans certaines tribus, notamment, je crois que c'est en Tanzanie. Et en fait, elle a dit surtout, s'il vous plaît, ne prenez pas des photos des gens sans leur demander la permission. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle donne ce conseil. Et en fait, ce qu'elle nous a montré, c'était que, en fait, il faut traiter les gens comme on aimerait être traités. C'est-à-dire, au lieu de dire tout simplement, en fait, je vais prendre des photos comme tout le monde, comme font tous les touristes lorsqu'ils vont dans ce type de village, en fait, non, il faut peut-être demander, et quitte à même leur donner de l'argent, si par exemple, ce sont quand même des photos, hein, et on les prend
leur habitat naturel, même si nous, ça nous paraît, on va dire, différent. Bah, eux, c'est leur manière de vivre, etc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, Justement, sur ce point-là, en fait, est-ce que pour prendre l'exemple de la personne dont tu parles ou de façon générale dans ton expérience, la différence anglophone, francophone dans la façon d'accueillir ou d'accueillir ou d'accepter les repas, tu penses qu'elle existe réellement ou c'est vraiment très différencié selon le pays, il n'y a pas de règles binaires à établir ou à mettre en évidence? bah, pour moi, il y a des différences. On va prendre juste l'exemple de Year of Return, par exemple. Au Ghana, Voilà, au Ghana, on a vu la campagne de com qu'ils ont faite, qui est juste excellente parce que, bah, évidemment, ils ont mobilisé des stars américaines, etc. Il y a même des personnes qui se sont rendues au Ghana pour y participer. Donc, il y a vraiment cette forte conscience et on a vu les résultats qui ont été très, très impressionnants. En France, quand je parle aujourd'hui de mobilité, je le dis parce que j'ai contacté des sociétés par rapport à ce sujet de la mobilité. Les gens me regardaient un peu d'un œil un peu bizarre. Bah, tiens, c'est original, c'est intéressant. Il faut voir si le sujet intéresse. Bon, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais c'est pour vous dire qu'on est très très loin. Alors que c'est un sujet qui montre, les études le montrent, on voit les chiffres, on sait que chaque année les gens s'intéressent au sujet. Mais pourtant, en tout cas, de mon propre point de vue, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore dans cette mouvance. Les gens se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de s'intéresser, de constituer une équipe quand on est une grande société pour s'intéresser à ce sujet. En ce moment, on me parle beaucoup de femmes africaines. Vous voyez, c'est le sujet à la mode. On n'est pas encore arrivé à la mobilité. Donc, c'est la différence. Alors que les anglophones, quand j'en ai parlé, les gens m'ont dit « Great, it's a great idea, blablabla, etc. » Donc, j'ai l'impression qu'on est plus soutenu du côté anglophone en termes d'innovation. Je pense aussi, en complément, peut-être rapidement pour la question soulevée par Arthur, je pense aussi qu'il y a cette différence dans la notion peut-être de diaspora. Au début de conférence, on évoquait le fait que pour pas mal de générations de personnes originaires du continent qui sont venues étudier en Afrique, l'idée de rentrer automatiquement après les études au début de la carrière professionnelle était beaucoup plus était une évidence. C'est devenu moins le cas des années 90, début des années 2000. Et maintenant, il y a un renouveau. Et je pense que quelque part, ça n'a pas été la même dynamique dans beaucoup de pays anglophones où le mouvement a été plus fluide, ce qui fait qu'éventuellement le rapport est légèrement différent. Mais je n'ai pas plus de renseignements que ça, en fait. On va prendre peut-être une deuxième et une seconde, essentiellement. Stéphane, Joël, c'est tendu sur ce point. Vas-y, Jessica. Oui, juste sur la question d'Armande, parce que je pense que c'est une excellente question et une question très complexe. Moi, je vais juste parler un peu du cas sud-africain. Et je pense que, en fait, quand on est expat ou repat, il faut faire preuve de discernement. Nous, ce qu'on nous dit, on est un peu obligé de se comporter un peu différemment des locaux parce qu'on est différent des locaux. Et pour des raisons de sécurité, on nous dit, par exemple, faites attention, ne laissez pas des gens rentrer chez vous. Chose qu'on aurait, un conseil qu'on ne nous donnerait pas en France, par exemple. Ici, il faut faire vachement attention, mais quand on fait attention comme ça, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une logique de discrimination, racisme vis-à-vis des Sud-Africains? Le problème, c'est que si on ne suit pas ces conseils, on peut aussi se retrouver dans des situations de braquage ou de choses assez terribles. Donc, voilà. Bien sûr, soi-même, c'est s'évaluer, faire en sorte de ne pas se comporter comme un colon, comme a dit Armande, mais faire attention parce qu'on reste un expatrié dans une terre étrangère. Et comme on l'est, malheureusement, on a des précautions à prendre. Voilà, c'est tout ce que je cherchais à... Ok, c'est noté, Jessica. Stéphane? Pardon, sur le dernier point, c'était sur la différence de perception entre le milieu anglophone ou le milieu francophone. Je vous avouerai que, n'ayant pas évolué dans un milieu francophone, dans un milieu anglophone, je ne pourrais pas faire de différence. Ceci étant dit, je pense aussi que au-delà de la culture, de la langue, il y a aussi le fait de comment est-ce qu'on rentre en fait. Est-ce qu'on rentre dans une organisation internationale où là, on est fonctionnaire international, on vit quasiment, en tout cas voilà, ou bien est-ce qu'on rentre dans vraiment, on est entrepreneur, on va vraiment, dans le pays travailler. C'est pas vraiment la même chose. Et je pense qu'en fonction de comment est-ce qu'on rentre, forcément la perception des autres
va s'adapter, en fait, tout simplement. C'est clair que, bon, si tu arrives en tant qu'expat et que, bon, fonctionnaire international, tu as les mêmes privilèges que anglais, mais, enfin, les toubabs, on va dire, bah forcément, tu seras perçu comme un toubab, quoi, tout simplement. Donc, C'est voilà. noté. Ok, on prend un deuxième et dernier round de questions, pardon. Je ne vais pas de me lever. Hein. Ok. Bah, écoutez, j'en ai peut-être une ou deux pour nos conférenciers. On a évoqué pas mal de choses, en fait. La question de l'opportunité, la question de l'adaptabilité, éventuellement, le type de rémunération, de privilèges, pas le privilège, mais en tout cas de modalités pratiques du retour sur le continent. Est-ce que dans vos expériences, Stéphane, lorsque tu es rentré, que tu es revenu, Jessica, dans ton cas, ou Kesha, dans ce que tu as pu observer, est-ce s'il y avait une leçon fondamentale, ou en tout cas un enseignement que vous aimeriez partager définitivement avec tous ceux qui pensent rentrer sur le continent, quel serait-il en fait? Je ne sais pas si la question est claire. Mais juste une leçon, un conseil spécifique, pratique à donner à ceux qui veulent rentrer. Il serait lequel dans ton cas, Stéphane? Bah, en fonction de comment est-ce qu'on rentre, j'insiste toujours, il faut négocier. Alors, donc, soit on rentre en tant que salarié, dans ce cas-là, il faut négocier clairement les termes, enfin, comme l'on a dit, hein, que ce soit la rémunération, que ce soit le boulot, les perspectives d'évolution. Voilà, il faut vraiment tout négocier quasiment, sérieusement, j'ai envie de dire, en prévoyant en plus large, parce que bon, c'est pas très évident que sur place, justement, on puisse Mais avoir ce genre de truc. Justement, il faut négocier sec ou être plus flexible, en fait. Négocier, c'est bien, mais comment on négocie dans ces cas-là? Bah, oui, non, mais enfin, quand je dis négocier, c'est vraiment ne pas sous-évaluer le fait que sur place, bah, les besoins vont augmenter. En tout cas, ça, c'est mon ressenti personnel. Parce que de toute façon, sur place, c'est plus difficile de négocier une augmentation de salaire qu'en étant là. Maintenant, évidemment, il ne faut pas être super gourmand, il faut pas, voilà, il faut être à peu près raisonnable. Mais voilà, et aussi, donc en gros, ça, en fait, c'est la partie rémunération, on va dire, avantage. Et derrière, il faut être flexible au niveau comportemental, bon, ça on l'a dit. Et derrière, c'est surtout par rapport au boulot. Il faut aussi négocier son boulot, en fait. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire au quotidien? Est-ce que j'aurai la latitude de travailler sur tel sujet ou tel sujet? Voilà, histoire que déjà à l'arrivée, par rapport à ce que je disais au regard des autres, on soit plus ou moins balisé. Enfin, voilà, enfin, on sait qu'on est arrivé avec telle ou telle prérogative pour éviter que justement les aspects politico, enfin voilà, puissent comment dire, puisse voilà, entraver la bonne marche de la progression sur les sujets que tu veux travailler ou pas. Je rebondis sur ce point, en fait, avant de passer la parole à Jessica et à Kesha tout à l'heure. Est-ce que c'est important, lorsqu'on décide d'être repat, pour le dire ainsi, est-ce que c'est important d'avoir la possibilité de revenir en France? Est-ce que ça joue le fait d'avoir une sorte de filet de sécurité dans la décision ou pas? Très Oui, c'est pas sincèrement, oui. nécessaire. Ah, si. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas, je préfère t'en être aujourd'hui. Je vais le dire clairement. Pour moi, il faut avoir cette possibilité de revenir très clairement en France parce que, peut-être qu'on est en train de dépeindre un tableau idyllique, on dira, mais non. Non, on est en train de dire la vérité. Là. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, non. Mieux vaut avoir sa possibilité de revenir, étant donné que déjà le diplôme, il est d'ici. Enfin, on va dire il est français, ou en tout cas il est de l'Occident, avoir une expérience ici, c'est très bien. Donc, comme ça, quand on revient, on peut trouver du boulot. Mais voilà, il faut revenir. Enfin, il faut Il faut avoir la pouvoir revenir. possibilité. Voilà, il faut pouvoir, revenir quand on veut. C'est important. Au cas où. Just in case. Ok, c'est noté. Jessica, donc, un conseil pratique. Et peut-être que tu es d'accord avec Stéphane sur le fait de se garder un parachute, sinon doré, au moins à plaqué or. Ouais. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que Stéphane a dit, notamment l'importance de savoir ce qu'on va faire. C'est pas juste rentrer pour rentrer, rentrer à tout prix et faire n'importe quoi. Rentrer avec des missions clairement établies et des missions qui nous correspondent. Et là, je pense qu'on peut être épanoui sur le continent. Maintenant, moi, et je suis d'accord, il faut garder un pied à terre en France ou quelque chose, parce que je pense que c'est une force, avoir son compte en banque en France. Enfin, il y a son passeport français ou des choses qui vous permettent
d'avoir une plus grande mobilité, entre guillemets, c'est un atout clé à ne pas négliger. Le conseil que moi je donnerais, c'est ne pas perdre de vue son why, c'est-à-dire le pourquoi vous vouliez aller sur le continent au début. Parce que la réalité va venir, la routine va aussi s'installer et l'émerveillement que vous aviez au début, le drive que vous aviez pour venir sur le continent, vous devez le maintenir. En fait, vous devez vous-même alimenter le feu parfois. Quand les choses seront vraiment calmes autour de vous ou ennuyeuses ou autres, c'est à vous de vous rappeler ce que vous vouliez faire sur le continent, quitte à même ouvrir votre association, développer des choses à côté de votre travail pour faire en sorte de vraiment avoir un impact sur le continent. Donc, voilà, ça, c'est important. Sinon, on devient juste un expatrié, un gras au sens propre du terme, quoi. Et c'est pas le but. C'est pas du tout le but. La frontière entre expat et repat, en fait, c'est ça? Peut-être. Ok. Kesha? Bon, j'ai peut-être une vision un peu plus romantique. Bon, je vous donne juste un petit cas, comme vous avez déjà fait un petit peu le côté, bon, il faut jouer la sécurité, moi je vais dire l'autre côté. J'ai parlé à une femme qui est vice-présidente d'un grand groupe de télécom en Afrique, et qui, elle, en étant française, a décidé de jouer la carte du contrat local, parce qu'en fait, elle est en ce moment en Tunisie. Et elle disait, en fait, moi, la Tunisie, c'est mon pays de cœur, en fait. Et donc, même quand on lui a proposé de revenir en France pour passer encore à un autre niveau, elle a dit, en fait, vous n'avez rien compris, en fait, je vais rester en Tunisie pour le reste de ma vie, etc. Elle y est avec ses enfants, son mari, et elle ne compte pas bouger. Donc, bon, voilà, parfois, jouer la sécurité, c'est bien, mais parfois aussi, l'expatriation, j'ai envie de dire, c'est un style de vie. On décide de partir. Parfois, on est parti pour nos études, mais là, on peut aussi dire, en fait, j'ai vraiment envie de changer de cadre, quitter l'Occident. J'ai envie bon, voilà, pour les raisons qui font qu'on a envie de retourner. En fait, parfois, il ne faut pas hésiter. Quand je vois des Américains qui ont même jamais mis les pieds sur le continent, décidé d'aller vivre au Ghana, je suis assez impressionnée parce que je me dis, il y a une sorte, en plus, parfois d'incompréhension parfois, donc je suis assez impressionnée. Donc je me dis, nous qui avons un lien, qui avons déjà été parfois, pourquoi ne pas tenter, quoi. En fait, ça me renvoie au point qui a été soulevé par Jessica tout à l'heure, qui est le why, en fait, se souvenir concrètement de pourquoi on a fait ce choix-là et ce qui permet de surmonter les épreuves ou les complications qui peuvent advenir sur le terrain et aussi qui peuvent justifier non seulement qu'on ait pris l'eau, mais qu'on reste en mer et qu'on décide de continuer l'aventure un peu plus longtemps. Ça peut être le facteur différentiel. Je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Donc, je remercie encore nos intervenants. Donc, je remercie Kesha Dupro pour son temps, pour ses éclairages. Je remercie Jessica Anor pour sa disponibilité, pour ses éclairages et pour, disons, le côté complètement clair et concret de sa réponse. Je remercie Stéphane pour son temps et pour aussi son côté cash et son manque de voix sur les réalités du retour sur le continent. Je remercie Sciences Po Alumni pour avoir organisé l'événement et pour son assistance technique et aussi dans la communication et la promotion de l'événement. Je remercie le Cercle Afrique de Sciences Po pour son implication, l'ensemble des équipes, notamment Armand qui est avec nous, Babacar qui est avec nous aujourd'hui et Noé qui est aussi avec nous. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolé. C'était un moment hyper intéressant pour moi. J'espère que ça a été également pour vous. Encore merci aux intervenants. Merci à vous d'être avec nous et à très bientôt parce qu'on a toute une foule d'événements qu'on va organiser dans les semaines et mois à venir. On espère que vous serez avec nous pour chacun et pour l'ensemble d'entre eux. Allez, passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.